Après la mésaventure de Patrick et Nicolas à la chute interdite, les anciens du village Dropian avaient subi des abus des hommes en tenue appelés par le papa de Patrick et Nicolas. Avant qu'ils ne quittent le village, ces vieillards avaient tenu à présenter leurs excuses. Ils avaient à cet effet organisé rapidement une petite cérémonie d'apaisement. Ils en avaient profité pour expliquer les us et coutumes du village à ces deux enfants du village qui vivaient dans la diaspora. Patrick, Nicolas et leurs parents s'étaient envolés 2 jours plus tard pour retourner en Afrique du Sud. À leur arrivée, ils avaient recommencé leur train-train quotidien. 2 mois plus tard, c'était la fête à la maison. Le séjour au village avait porté chance à la famille. La maman de Patrick et Nicolas bénissait les ancêtres pour leur bienveillance en faveur de sa famille. Patrick venait en effet de gagner beaucoup d'argent à travers un petit business lancé en ligne. Il avait d'ailleurs décidé de déménager pour avoir son appartement personnel. Maintenant qu'il était capable de se prendre en charge, il était important qu'il se crée une certaine intimité, surtout que depuis peu il avait développé un grand amour pour l'élevage des oies. Le temps passa vite et 2 ans plus tard Patrick informa son père qu'il souhaitait retourner au village Dropian se marier. Il y avait remarqué une jeune fille pendant leur dernier séjour là-bas pour les funérailles. Le papa, tout étonné que son fils choisisse d'aller se marier au village, surtout après ce qu'il avait vécu à la chute, était ravi de savoir que sa descendance allait rester liée à ses valeurs ancestrales. Le mariage fut rapidement planifié et organisé. Seulement, Nicolas refusa de se rendre au pays avec le reste de la famille pour les festivités. Depuis le dernier voyage au village, ses parents le trouvaient bizarre. Nicolas paraissait jaloux de son frère. Sa mère n'arrivait pas à expliquer ce comportement de jaloux, surtout que Nicolas avait dès leur retour, intégré une église dite réveillée. C'est donc avec peu d'espoir que les parents avaient essayé de convaincre Nicolas de voyager avec eux pour le mariage de son frère. Nicolas n'avait pas cédé et la famille avait voyagé sans lui pour le pays. Nicolas avait assisté au mariage par petits bouts de vidéo. Tout s'était bien passé et 1 semaine après leur départ, la famille était de retour. Nicolas était allé les chercher à l'aéroport et avait traité son frère de chanceux pour avoir déniché et épousé la plus belle fille du pays. Les parents avaient proposé un collier ouvre-porte qu'il avait ramené du village pour Nicolas afin de l'aider à trouver rapidement un boulot comme son frère. Nicolas avait décliné et refusé de toucher au collier en leur expliquant que Dieu était au contrôle de sa vie. Il avait confié à sa mère avoir vu de choses terribles au village pendant les funérailles. Il soutenait avoir donné sa vie à Dieu afin de vivre loin de ces pratiques et d'éviter que le pire ne lui arrive. 1 an plus tard, Nicolas était heureux de débuter son travail dans le grand hôpital de la ville. Il venait d'y être recruté comme infirmier. Dans la semaine qui suivit son entrée en fonction, il assista sa belle-sœur Carole dans son accouchement. En effet, Carole, la femme de Patrick, mit au monde 2 magnifiques petites filles. Patrick et ses parents étaient aux anges, la famille devenait un peu plus grande. 5 mois plus tard, Carole, la femme de Patrick, débarqua chez ses beaux-parents en pleurs et inconsolable. Elle tenait l'une de ses filles dans les mains et criait. Lorsque le beau-père la questionna, elle balbutia que Patrick était dans le coma. Il venait de se faire lyncher par la population de son quartier. Elle n'eut pas le temps de dire où se trouvait la jumelle de sa fille et perdit connaissance. Elle tomba et frappa violemment sa tête sur le sol. Les beaux-parents appelèrent Nicolas pour l'informer du désastre. Mais celui-ci était déjà au courant pour son frère puisqu'on venait de transporter Patrick dans l'hôpital où il travaillait. Nicolas en pleurs avait essayé de rassurer ses parents. Mais il n'était pas certain que son frère allait pouvoir s'en sortir. Il se demandait pourquoi les voleurs avaient décidé d'en finir avec son frère. Pourquoi n'avait-il pas juste pris l'argent et laissé son frère tranquille? Il était heureux de savoir que sa belle-sœur avait pu se rendre chez ses parents mais s'inquiétait de son malaise et de la chute. Lorsque le personnel de l'hôpital apprit que le nouveau patient était le frère de leur collègue Nicolas, ils mirent tout en œuvre et rapidement pour le maintenir en vie et le ramener en forme. Carole, la femme de Patrick qui avait également été transportée à l'hôpital après la perte de connaissance, était confuse et ne se souvenait plus de rien. Elle avait frappé violemment sa tête au sol en tombant chez ses beaux-parents et ceci semblait avoir créé une grosse commotion cérébrale. 1 semaine plus tard, Patrick sortit du coma, les médecins craignaient toujours pour sa vie mais il était capable de parler. Il demanda à voir son frère. Lorsque Nicolas fut près de lui, il commença à pleurer en suppliant Nicolas de prendre soin de sa famille et des parents. Nicolas le rassura en soulignant qu'il était entre de très bonnes mains et qu'il allait s'en sortir.
Patrick ne le laissa pas terminer et lui demanda de bien l'écouter, car il avait une grande confession à faire. Il se mit donc à parler dans une voix très faible et avec beaucoup d'effort. Il conta à Nicolas comment il avait été encouragé pendant la cérémonie d'apaisement organisée après leur mésaventure à la chute au village. Les vieux lui avaient expliqué que les esprits du village l'avaient béni. C'est pourquoi il avait réussi à se rendre avec le poisson frit jusqu'au village. C'était un signe qu'il allait devenir très riche. Leur oncle lui avait par la suite remis un œuf cuit qu'il avait mangé et un autre cru qu'il devait ramener avec lui en Afrique du Sud. Les anciens lui avaient dit qu'une fois placé en bas du lit, un serpent allait sortir de cet œuf et changer sa vie. Il devait juste nourrir le serpent avec des oies chaque fois que le serpent allait en faire la demande. C'est d'ailleurs pour cela qu'il avait commencé à élever des oies dès leur retour en Afrique du Sud. Le serpent vomissait des liasses d'argent et en retour il devait lui donner une oie. C'était ceci l'origine de sa richesse. C'est-à-dire c'est ce serpent qui l'avait rendu riche. Il n'avait jamais rien gagné sur Internet comme il l'avait laissé croire aux parents et à lui Nicolas. Patrick informa Nicolas qu'il avait également décidé de déménager rapidement pour éviter que la famille ne remarque le serpent à la maison. Il continua sa confession en soulignant que tout allait très bien jusqu'à la semaine dernière. En effet, après avoir vomi des liasses d'argent comme d'habitude, cette fois-ci, le serpent avait refusé l'oie apportée par Patrick et exigé une de ses filles. N'ayant pas le choix puisqu'ayant déjà pris l'argent, il avait offert une de ses jumelles au serpent qu'il avait avalé. Lorsque sa femme s'en était rendue compte, elle s'était mise dans un état second. Il avait essayé de lui expliquer qu'il allait pouvoir avoir d'autres enfants en se disant qu'étant une fille du village elle comprenait de toute façon. Patrick avait arrêté de parler pendant un moment pour reprendre le souffle. On sentait qu'il puisait l'énergie au fin fond de ses tripes pour pouvoir avancer les mots. Lorsqu'il se remit à parler, il en profita pour expliquer à son frère Nicolas que c'est d'ailleurs par prudence qu'il avait décidé d'épouser une fille du village. Il voulait être certain que si sa femme découvrait par hasard le serpent elle allait comprendre puisqu'étant habituée de la magie du village. Seulement sa femme n'était au courant de rien de ces pratiques et s'était mise à crier en courant avec la jumelle du bébé avalé. Ceci avait alerté les voisins qui étaient sortis le mettre à mort pour sorcellerie. La suite se lisait à travers son état dans ce lit d'hôpital. Nicolas n'en revenait pas. Il demanda à son frère s'il n'avait pas remarqué que les anciens du village étaient tout pauvres et vivaient dans de sortes de huttes ou de cases délabrées. S'ils étaient capables de produire de l'argent et si ceux-ci étaient innocents, pourquoi acceptaient-ils de demeurer dans la misère et de le rendre lui enfant de la diaspora riche? Il n'eut pas le temps de terminer ses questionnements que Patrick lui dit que les anciens l'avaient informé que si leur secret venait à être connu d'une personne étrangère, c'était la mort pour lui. Maintenant que tout le quartier était au courant, il savait qu'il n'allait pas sortir vivant de l'hôpital. Nicolas appela rapidement son pasteur pour voir s'il pouvait venir prier au chevet de son frère. À peine avait-il raccroché que Patrick lâcha un dernier soupir et rendit l'âme. Des fourmis sortirent de sa bouche au grand étonnement du personnel médical. Les parents arrivèrent rapidement à l'hôpital. La maman de Patrick était inconsolable et accusait son mari d'être responsable de la mort de son fils. Elle argumentait qu'il aurait dû surveiller ses enfants lorsqu'ils étaient au village pour éviter les contacts avec les anciens. Elle était d'avis qu'il avait livré leur fils sur un plateau d'or. L'argent avait d'ailleurs brouillé leur regard et c'est seulement maintenant qu'ils comprenaient mieux le comportement de Nicolas. À peine avait-il placé le corps de Patrick à la morgue que le téléphone de la maman sonna. C'était un appel de son oncle du village. Celui-ci voulait savoir comment se portaient la belle-fille et les jumelles. Dès qu'elle raccrocha, étonnée par la coïncidence de cet appel assez bizarre, elle se précipita avec Nicolas dans la chambre où Carole était internée. Allaient-elles aussi être victimes du pacte de Patrick? La suite dans le prochain épisode. Mais en attendant, es-tu de l'avis de ceux qui pensent qu'il est plus qu'important de ne pas quitter ses enfants lorsqu'on les emmène au village? J'attends tes commentaires. Like, abonne-toi et partage.